Le vent transperçait mon manteau comme s'il avait une dent contre moi. Le mois de février dans le Montana n'est pas très clément. Et cette nuit-là, il n'était pas d'humeur clémente. La température avoisinait les 15 degrés, voire moins. Le genre de froid qui transforme la salive en glace avant même qu'elle ne touche le sol. Je vérifiais la clôture une dernière fois avant la tombée de la nuit quand je l'ai entendu. Un bruit qui n'avait pas sa place ici. J'ai d'abord pensé à un coyote. Puis j'ai vu des traces de sang dans la neige. Elle rampait à environ 30 mètres de moi. Une enfant traînant quelque chose enveloppé dans une toile cirée. Ses doigts étaient si fermement agrippés à l'objet qu'elle n'aurait pas pu le lâcher même si elle l'avait voulu. Son manteau était déchiré au niveau de l'épaule. Quand elle a atteint le poteau de la clôture, elle m'a regardé. Son visage était tout violet et blanc, les bords recouverts d'engelures. « Je ne suis pas réel sans le papier », a-t-elle murmuré. « Suis-je réel, monsieur ?» Je l'ai soulevé. C'est alors que je l'ai vu. Une marque sur son omoplate. La lettre W, la même marque que Silas Whitfield utilisait sur son bétail. L'odeur de chair brûlée imprégnait encore sa peau malgré le froid. Je l'ai porté jusqu'à la cabane. Derrière moi, une lanterne se balançait sur le sentier à travers les arbres. Quelqu'un venait la chercher. J'ai fermé la porte de la cabane d'un coup de pied et je l'ai installée près du feu. Elle ne lâchait pas cette pochette en toile cirée. Sa respiration était superficielle et rapide, le genre de respiration qui indique que le corps a presque fini de lutter. J'ai attrapé la bouilloire accrochée au crochet et j'ai versé de l'eau chaude dans une tasse en étain. Pas brûlante. Une eau brûlante aurait choqué son organisme. Juste assez chaude pour rappeler à son sang qu'il avait du travail à faire. Le manteau dans lequel je l'avais enveloppé avait appartenu à ma fille. Martha, morte depuis 3 ans maintenant. La scarlatine. La laine sentait encore légèrement le savon à la lavande, celui que ma femme fabriquait avant de mourir. La jeune fille ne posa aucune question, elle serra simplement le manteau autour d'elle et fixa les flammes comme si c'était la première chose réelle qu'elle voyait depuis longtemps. « Tu peux boire ?» lui demandai-je. Elle acquiesça. Je portais la tasse à ses lèvres. Ses mains tremblaient trop pour qu'elle puisse le faire elle-même. Elle prit 3 petites gorgées, puis détourna la tête. Je posai la tasse et jetai une autre bûche dans le feu. Le bois craqua et crépita, des étincelles s'élevant vers la cheminée. Dehors, le vent hurlait, comme s'il essayait d'entrer. Je ne lui avais pas encore demandé son nom. Je ne lui avais pas demandé d'où elle venait ni pourquoi. Quand on vit seul aussi longtemps que moi, on apprend que le silence est parfois la chose la plus gentille que l'on puisse offrir. J'ai approché une chaise et je me suis assis où elle pouvait me voir, mais pas trop près pour ne pas l'envahir. Elle m'observait maintenant, les yeux passant de mon visage au fusil appuyé contre le mur. « Tu es en sécurité ici, lui ai-je dit. Aucun Bioti ne te fera de mal. » Elle ne me croyait pas. Je voyais bien l'avion, mais elle était trop fatiguée pour courir. Alors elle restait assise là, serrant son sac comme s'il s'agissait de la seule preuve qu'elle avait jamais existé. 1 heure passa, peut-être 2. Le feu brûlait régulièrement. Je réchauffais le bouillon que j'avais préparé le matin même. Du chevreuil et des oignons sauvages, rien d'extraordinaire. L'odeur emplissait la cabane, riche et terreuse. J'en ai versé dans un bol et je l'ai posé par terre à côté d'elle. Elle l'a regardé longuement avant de le toucher. Quand elle s'est enfin décidée, elle a mangé lentement, comme quelqu'un qui a appris à ses dépens que la nourriture pouvait être reprise. Je réparais une sangle de harnais quand elle a repris la parole. « Je m'appelle Cora », a-t-elle dit. Sa voix était faible mais assurée. « Kay Whitfield. » Whitfield? Je connaissais ce nom. Tout le monde à Elkhorn connaissait Silas Whitfield. Il était propriétaire du bureau foncier, détenait des créances sur la moitié des entreprises de la ville. C'était un homme riche qui ne manquait pas de moyens pour dépenser son argent. J'avais emprunté 340 $ à sa banque l'automne dernier pour acheter de la nourriture pour les chevaux pendant l'hiver. La créance arrivait à échéance en avril. « Vous êtes de la famille ?» ai-je demandé à sa nièce. Elle a baissé les yeux vers la pochette posée sur ses genoux. « Mon père est mort en octobre. Un accident lors du rassemblement du bétail. Après ça, oncle Silas a dit que je devais venir vivre avec lui. Et maintenant, vous êtes ici. » « Oui, monsieur. » Je n'ai pas insisté. Un enfant ne court pas dans une tempête de neige la nuit, sauf si rester sur place est pire. Je me suis levé, j'ai pris une couverture sur l'étagère, je l'ai secouée et je l'ai posée sur le dossier de la chaise.
Vous pouvez dormir là ce soir, ai-je dit en désignant du menton le coin où je gardais un sac de couchage supplémentaire. Je serai là si tu as besoin de quoi que ce soit. Elle a hoché la tête, mais elle ne s'est pas dirigée vers le matelas. Elle est restée assise là, à regarder le feu. Au bout d'un moment, sa tête a commencé à s'affaisser. Ses doigts se sont relâchés sur la pochette. J'ai pensé qu'elle s'était endormie. Puis ses yeux se sont rouverts, grands et effrayés. Il arrive, a-t-elle murmuré. Qui? Oncle Silas. Il vient toujours. Comme si ces mots l'avaient invoqué, je l'entendis. Le bruit sourd d'un poing contre la porte de la cabane. 3 coups violents, puis une voix qui transperçait le vent. Jacob Brennan, ouvre cette porte. Je me levai. La jeune fille serra son manteau autour d'elle. Je pouvais voir la peur dans ses yeux, la façon dont tout son corps se raidissait. Je pris le fusil et vérifiai qu'il était chargé. Il était prêt. Il était prêt depuis des années. Reste près du feu, lui dis-je. Je me dirigeai vers la porte et l'ouvris juste assez pour voir dehors. Silas Whitfield se tenait de l'autre côté, le visage rouge de froid et de rage. C'était un homme grand, bien habillé, même ici dans la neige, avec son manteau doublé de fourrure. Derrière lui, la lumière de la lanterne projetait son ombre longue et tordue sur le sol. « C'est ma nièce que vous avez là-dedans, dit-il. »« C'est une enfant, répondis-je, et elle est blessée. Elle s'est enfuie. Je suis son tuteur légal. » Il sortit un papier plié de son manteau. « J'ai la signature du juge ici même. Maintenant, écartez-vous ou je reviendrai demain matin avec le shérif. » Je le regardai longuement. Puis j'ai dit, « Amenez-le. » J'ai fermé la porte. Dehors, Silas Whitfield a juré une fois, fort et sec. Puis j'ai entendu ses bottes crisser dans la neige. La lumière de la lanterne s'est éteinte. J'ai posé le fusil et je me suis retourné vers le feu. Cora s'était enfin endormie, serrant toujours cette pochette en toile cirée comme un chapelet. Je me suis assis sur la chaise et j'ai regardé les flammes. Mes mains se souvenaient de cela, nourrir un enfant, le garder au chaud, écouter sa respiration dans l'obscurité. Je savais alors que quelqu'un venait la chercher et je savais que je n'allais pas la laisser partir. Une semaine s'écoula avant que Silas ne mette sa menace à exécution. Pendant ce temps, Ka dormait plus qu'elle ne parlait. Elle se réveillait en sursaut, haletante, à cause de cauchemars, et je restais assise à ses côtés jusqu'à ce que sa peur passe. Pendant la journée, elle m'aidait à faire de petits déj, nourrir les chevaux, ramasser les œufs des 3 poules que j'élevais. Elle se déplaçait avec précaution, comme quelqu'un qui a appris qu'il était dangereux d'attirer l'attention. Les ecchymoses sur son cou passèrent du violet au jaune. Les marques de fouet cicatrisèrent en fines lignes roses. Mais la marque ne s'estompa pas. Elle restait là, sur son omoplate, en relief et menaçante. La lettre d'Aubrey était profondément gravée. Je ne posais pas de questions à ce sujet. Je n'en avais pas besoin. Un homme qui marquait un enfant comme du bétail m'avait déjà tout dit sur son caractère. Le 8e jour, j'ai attelé la mule au traîneau et j'ai dit à Cora que nous allions en ville. Elle a pâli. « Il sera là, a-t-elle dit. Je sais, mais le docteur Carver doit examiner ses blessures et tu as besoin de vêtements convenables. » Le manteau qu'elle portait à son arrivée était ruiné, le tissu raide à cause du sang séché et de la boue gelée. Elle ne discuta pas, monta simplement sur le traîneau et serra le manteau de ma fille autour de ses épaules. Nous roulâmes en silence, les patins sifflant sur la neige tassée. Le ciel était gris et bas, annonçant une nouvelle dépression. Lorsque nous arrivâmes à Elorn, ma barbe était blanche de givre. La ville n'avait rien de particulier. Une rue principale bordée de bâtiments à façade factice, une église à une extrémité, un saloon à l'autre. De la fumée s'élevait d'une douzaine de cheminées, l'odeur du pain et du charbon brûlé se mêlant à celle, plus âcre, de la forge du forgeron. J'ai arrêté la mule devant le cabinet du docteur Carver, un bâtiment étroit coincé entre le magasin de tissus et le bureau foncier. Nous n'avons pas passé atteindre la porte. Eh bien, regardez ce que la neige a ramené. Silas Whitfield se tenait sur les marches de l'église, à une vingtaine de mètres. Il n'était pas seul. Une petite foule s'était rassemblée après le service dominical. Ruth Calloway, de la mercerie, le forgeron, une poignée d'ouvriers agricoles, le pasteur. Ils se sont tous retournés pour regarder. Silas s'est dirigé vers nous, ses bottes crissant bruyamment dans le silence. Il était habillé avec élégance, comme toujours,
avec un manteau en laine à boutons en laiton et un chapeau qui coûtait probablement plus cher que ce que je gagnais en un mois. Il s'est arrêté à 3 mètres du traîneau et a pointé K du doigt. Cet homme, a-t-il dit assez fort pour que tout le monde l'entende, retient ma nièce contre son gré. Il l'a kidnappée chez moi. Des murmures ont parcouru la foule. Je vis Ruth Calloway froncer les sourcils. Le forgeron secoua la tête. Quelques autres acquiescèrent avec Silas. Ils lui devaient de l'argent. Ils approuvaient tout ce qu'il disait. « C'est vrai, Jack ?» cria le forgeron. Je descendis du traîneau. Cora resta où elle était, petite et silencieuse sous le manteau. « Elle est venue à ma porte à moitié gelée, dis-je. Je lui ai donné à manger et un abri. Ce n'est pas un enlèvement. C'est un devoir chrétien. » Un devoir chrétien. Silas a ri, mais son rire n'avait rien de chaleureux. Tu penses que cacher un enfant à son tuteur légal est chrétien? Tu penses que défier l'ordre d'un juge est juste? Il a ressorti le papier de son manteau et l'a brandi. Ce document dit que je suis son tuteur. Il dit que j'ai la garde légale jusqu'à sa majorité. Tu veux te disputer avec le juge territorial, Jack? Tu veux te disputer avec la loi? Je n'ai pas répondu. Je suis resté là, les bottes enfoncées dans la neige, les mains ballantes le long du corps. Je m'en doutais. Silas plia le papier et le rangea. Maintenant, et sans là de cette luge, elle rentre à la maison avec moi. Non. Le mot vint de Cora. Calme mais clair, elle descendit de la luge avant que je puisse l'en empêcher. Elle se tenait là, dans la neige, face à son oncle. Elle lui arrivait à peine à la poitrine. « Je ne retournerai pas là-bas, dit-elle. Le visage de Silas se durcit. « Tu feras ce qu'on te dit, petite. »« Non, monsieur, je ne le ferai pas. » Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait la frapper là, dans la rue. Sa main trembla, mais il se retint, se souvenant de la foule qui regardait. Au lieu de cela, il sourit. C'était pire que la colère. Nous verrons bien. Il s'est tourné vers les spectateurs. Cet homme enfreint la loi. Je vais en parler à l'adjointe Ashford cet après-midi. D'ici demain, nous aurons réglé cette affaire comme il se doit. Il m'a regardé. Tu penses lui rendre service, Jack? Tu ne fais que rendre les choses plus difficiles pour vous deux. Il s'éloigna en direction du bureau foncier. La foule commença à se disperser, les gens retournant à leur chariot et à leur dîner du dimanche. Quelques-uns jetèrent un regard dans notre direction, certains compatissants, d'autres incertains. Ruth Calloway s'attarda devant le magasin, le visage troublé. Elle croisa mon regard et hocha la tête une fois, lentement et délibérément. Puis elle entra. Je pris doucement le bras de Cora et la guidai vers la porte du Dr. Carver. Elle tremblait, mais pas à cause du froid cette fois. Le Dr. Carver était un homme mince, à la barbe grisonnante et aux mains fermes. Il avait été chirurgien de campagne pendant la guerre, avait vu des choses qui avaient laissé des traces dans son regard, mais il était gentil. Il examina Cora dans l'arrière-boutique pendant que j'attendais près du poêle, l'odeur du savon carbolique et du camphre imprégnant l'air. Lorsqu'il ressortit, son visage était sombre. « Cette marque date de 2 semaines, peut-être 3, dit-il calmement. Les marques de fouet sont plus anciennes. Il y a des cicatrices sur son dos qui datent de plusieurs mois. » Il fit une pause. « Ce n'est pas de la discipline, Jack. C'est du traitement réservé au bétail. Pouvez-vous le documenter? » Je l'ai déjà fait. Des photos, des mesures, des notes. Je vais tout mettre sous clé dans mon coffre-fort. Il a jeté un coup d'œil vers les pièces du fond. Mais tu dois comprendre une chose. Silas a la loi de son côté. Un tuteur peut discipliner un enfant comme il l'entend. Il n'y a pas de loi qui l'interdit. Pas ici. Alors la loi est enfreinte. Peut-être, mais ça reste la loi. Doc Carver versa 2 tasses de café à partir de la cafetière posée sur la cuisinière et m'en tendit une. « Tu es prêt pour ce qui va arriver? Je n'ai pas vraiment le choix. Ah bon? Tu pourrais la mettre dans la prochaine diligence vers l'Est. L'envoyer chez des proches, si elle en a. Elle n'en a pas, alors tu vas devoir te battre. Je buse mon café. Il était amer et trop chaud, mais j'avais besoin de m'occuper les mains. Par la fenêtre, je pouvais voir le bureau foncier de l'autre côté de la rue. Silas était visible à travers la vitre, en train de parler à un autre homme. Ils ont tous deux regardé dans notre direction. « Laisse-les venir, ai-je dit. » Doc Carver a soupiré. « Tu es un homme têtu, Jack Brennan, c'est ce qu'on m'a dit. Quand Cora est sortie,
Doc lui avait donné une robe propre provenant de la boîte de charité que l'Église gardait. Elle était trop grande, mais elle avait retroussé les manches. Elle ressemblait à nouveau à une enfant, et non à un fantôme. Doc s'est agenouillé à sa hauteur. Tout ira bien, lui a-t-il dit, mais si jamais tu as besoin d'aide, viens directement ici. Peu importe l'heure, tu comprends? Elle a hoché la tête. Nous sommes sortis par la porte arrière. Je ne voulais pas repasser devant le bureau foncier. Nous avons fait un détour par la forge du forgeron, où le feu rugissait et où l'air sentait le métal chaud et la fumée de charbon. Lorsque nous avons atteint le traîneau, l'adjoint Tom Ashford nous attendait. Il était jeune, peut-être 35 ans, avec un badge épinglé à son manteau et un air contrit. Il tenait un papier plié dans sa main. « Jack, dit-il, je suis désolé, mais je dois vous remettre ceci. » Il me tendit le papier. Je l'ouvris. Les mots étaient juridiques et formels, mais leur signification était claire. Silas Whitfield réclamait le paiement de ma dette. 340 $ à payer avant le 1er mai, dans 6 semaines. Si vous ne pouvez pas payer, dit calmement l'adjoint Ashford, il peut saisir vos biens, le ranch, les chevaux, tout. Je pliai le papier et le mis dans ma poche. Cora observait la scène, les yeux écarquillés. « Autre chose ?» demandai-je. L'adjoint hésita. Puis il sortit un deuxième papier. Il a également déposé une plainte. Il dit que vous hébergez une fugitive. Si je trouve des raisons de le croire, je suis obligé de la lui ramener. Allez-vous le faire? Il regarda Cora, me regarda, puis secoua lentement la tête. Pas aujourd'hui, mais Jack, il ne va pas laisser tomber. Vous le savez, n'est-ce pas? Je le sais. L'adjoint a soulevé son chapeau et s'est éloigné. Je suis monté sur le traîneau. Cora s'est installée à côté de moi. Nous avons quitté la ville en silence, les patins fendant la neige qui avait recommencé à tomber. Lorsque nous arrivâmes au ranch, il faisait nuit. Je détache la mule et nourris les chevaux. Cora s'assit près du feu, fixant les flammes. Au bout d'un moment, elle prit la parole. « Je suis désolé, dit-elle. « Pourquoi? Pour avoir causé des problèmes. » Je m'assis en face d'elle. « Tu n'as pas causé de problème. Ce sont les problèmes qui t'ont trouvé. » C'est différent. Elle regarda la pochette en toile cirée qui se trouvait toujours sur l'étagère où elle l'avait laissée. Ce papier dont il n'arrête pas de parler. L'ordonnance du juge. Et alors? C'est un mensonge. Elle dit. Le testament de mon père stipule que j'hérite de son ranch quand j'aurai 12 ans. C'est en juillet. Oncle Silas veut le terrain avant cette date. Si je ne suis plus là, il aura tout. Je compris alors. Il ne s'agissait pas de la tutelle. Il s'agissait de 12 000 $ en bétail et en droits de pâturage. Il s'agissait de cupidité. Il ne l'aura pas, dis-je. Comment le sais-tu? Parce que je t'ai donné ma parole que tu serais en sécurité et je ne manque jamais à ma parole. Elle me regarda longuement. Puis, finalement, elle acquiesça. Dehors, le vent se leva. Je l'entendais hurler autour des avant-toits, faire claquer les volets. L'hiver n'en avait pas encore fini avec nous. Silas Whitfield non plus. Ruth Calloway est arrivée 2 jours plus tard, à dos de meule, avec un panier attaché à la selle. L'odeur du pain frais m'est parvenue avant elle, celle de la levure et du beurre encore chaud du four. C'était une femme robuste d'une 60aine d'années, aux cheveux gris tirés en arrière et aux yeux qui ne manquaient pas grand-chose. Elle avait perdu son mari d'une pneumonie 5 ans auparavant et son fils unique à la guerre 20 ans plus tôt. Elle tenait seule son magasin de tissus et ne se laissait marcher sur les pieds par personne. « J'ai pensé que vous auriez besoin de provisions, » dit-elle en descendant de sa monture, « et de compagnie qui ne porte ni badge ni menace. » Je pris le panier. À l'intérieur, il y avait 2 pains, un pot de confiture, du café et un petit sac de semoule de maïs. Vous n'étiez pas obligé de faire ça. Je sais que je n'avais pas besoin de ça. Elle regarda vers la cabane. La fille à l'intérieur. Elle est gentille. Je veux la rencontrer. Cora était à table, occupée à réviser les lettres que je lui avais apprises. Elle savait déjà lire un peu. Son père s'en était occupé, mais elle avait arrêté l'école à sa mort. Elle leva les yeux lorsque Ruth entra, méfiante. « Ne t'inquiète pas, mon enfant, » dit Ruth. « Je ne suis pas venu pour t'emmener quelque part. » Elle posa sur la table un petit paquet enveloppé dans du papier brun. « Je t'ai apporté quelque chose. » Cora le déballait lentement. À l'intérieur, il y avait 3 robes, toutes rapiécées mais propres, et une paire de bottes légèrement trop grandes. Elle écarquilla les yeux. « Je ne peux pas payer ça, dit-elle doucement. Je ne te le demande pas. »
Elles ont été données à la boîte de charité de l'église. Personne ne s'en sert. Ruth tira une chaise et s'assit. Maintenant, je veux entendre ta version des faits, pas celle de Silas, pas celle que la ville murmure. À toi de me la raconter. Cora me jeta un coup d'œil. J'acquiesçais. Elle prit une inspiration et se mit à parler. Elle raconta les faits sans détour. Comment son père était mort en octobre lorsque son cheval l'avait désarçonné pendant le rassemblement du bétail. Comment le testament stipulait qu'elle hériterait du ranch, de 300 têtes de bétail, de bonnes terres de pâturage et des droits d'eau à ses 12 ans. Comment Silas était venu la chercher le lendemain des funérailles, revendiquant la garde. Comment le premier mois n'avait pas été si terrible. Mais ensuite, elle l'avait entendu parler à un homme de Billings de la vente des terres de son père. Quand elle lui avait posé des questions, il lui avait dit de s'occuper de ses affaires. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à m'enfermer dans la grange la nuit, avait-elle dit. Sa voix était restée calme, mais ses mains tordaient le tissu de sa robe. Il disait que je devais apprendre la discipline. Il disait que j'étais ingrate. Le visage de Ruth s'était durci. La marque. Cora avait écarté le col de sa robe. Le W était encore rouge de colère sur sa peau. Il a dit que j'étais désormais sa propriété, au même titre que son bétail. Ruth ferma les yeux un instant. Lorsqu'elle les rouvrit, ils étaient humides. « Seigneur, pardonnez-moi, mais j'espère que cet homme pourrira en enfer. »« Ruth, commençai-je. Ne m'appelle pas Ruth, Jack Brennan. Je connais Silas Whitfield depuis 15 ans. C'est un homme dur. Il l'a toujours été. Mais je n'aurais jamais pensé qu'elle s'arrêta pour reprendre ses esprits. Sa fille est morte il y a 3 ans. Lors de l'accouchement, le bébé aussi. Il lui a reproché d'être faible. Il disait que les femmes étaient trop fragiles pour ce pays. Elle regarda Cora. « Je pense qu'il l'a punie à travers toi. » La cabane devint silencieuse, à l'exception du crépitement du feu et du murmure du vent sous la porte. Dehors, j'entendais les chevaux bouger dans le corral, leurs sabots craquant sur la neige croûtée. Ruth se leva. « Je livre du pain au bureau foncier tous les mercredis. Silas est toujours là, à parcourir des dossiers. » Elle me regarda. « S'il prépare quelque chose, il y aura de la paperasse. Je peux garder les yeux ouverts. Cela pourrait te mettre en danger. Je suis une vieille femme qui tient un magasin. Personne ne prête attention aux vieilles femmes. » Elle serra son manteau autour d'elle. « De plus, mon magasin est hypothéqué auprès de sa banque. S'il s'en prend à toi, il s'en prendra peut-être à moi ensuite. Je préfère voir les ennuis venir. » Elle partit avant le coucher du soleil, retournant en ville dans la lumière grise de l'après-midi. Après son départ, K essaya les robes. Elle lui allait assez bien. Elle se tint près de la fenêtre dans l'une d'elles, bleu foncé avec des boutons blancs, et regarda la neige recommencer à tomber. « Pourquoi nous aide-t-elle » demanda-t-elle. « Parce que c'est juste. Beaucoup de gens savent ce qui est juste. Ils n'aident pas tous. » Elle n'avait pas tort. J'avais vu beaucoup de gens en ville détourner le regard lorsqu'ils nous croisaient dans la rue. Je les avais vus se réfugier dans des entrées d'immeubles pour éviter la conversation. C'est la peur qui fait ça. La peur de la dette, la peur du pouvoir, la peur d'être seul. Ruth est différente, dis-je. Elle a enterré un fils et un mari. Quand on a perdu autant, on cesse d'avoir peur des hommes comme Silas. Cora réfléchit à cela. Puis elle m'a demandé « As-tu peur ?» Je réparais une bride. Le cuir était raide et craquelé à cause du froid. L'odeur de l'huile de pied de bœuf emplissait la cabane tandis que je l'appliquais sur les sangles. « J'ai peur de te décevoir, » ai-je répondu. « J'ai peur de ne pas être assez forte ou assez intelligente quand il le faudra. Mais je n'ai pas peur de Silas. » Pourquoi? Parce que j'ai déjà perdu ce que j'aimais le plus. Il ne peut pas m'enlever grand-chose qui ne m'ait déjà été enlevé. Elle vint s'asseoir en face de moi et me regarda travailler le cuir pendant un moment. Puis elle dit, « J'ai trouvé son manteau, celui que tu m'as donné la première nuit. Il y avait un nom cousu à l'intérieur, Martha. Je n'ai pas levé les yeux, j'ai continué à travailler l'huile dans le cuir. Ma fille, que lui est-il arrivé? La scarlatine. Il y a 3 ans, elle avait 9 ans. Je posais le cuir. À l'époque, nous vivions à 65 km du médecin le plus proche. Le temps que je l'emmène en ville, il était trop tard. Je suis désolé. Moi aussi. Elle tendit le bras par-dessus la table et posa sa main sur la mienne. Elle était petite, chaude et vivante. Pendant un instant, nous restâmes tous les deux silencieux. Puis elle s'est retirée et a pris le livre que nous étions en train de lire, un recueil de lecture de McGuffey
que j'avais conservé de la scolarité de Martha. Tu vas m'apprendre la prochaine leçon, m'a-t-elle demandé. Nous avons travaillé jusqu'à la tombée de la nuit. Elle apprenait vite, prononçant les mots avec soin, sa main gauche suivant les lignes sur la page. Quand elle butait sur un mot, je l'aidais. Quand elle le prononçait correctement, j'acquiesçais. Apprendre à lire à un enfant n'était pas grand-chose. Mais ici, en plein hiver, avec le monde qui nous opprimait de toutes parts, c'était la seule chose qui semblait compter. Quand nous avons terminé, la nuit était tombée. J'ai allumé la lampe et j'ai commencé à préparer le dîner. Du porc salé et des haricots, rien d'extraordinaire. Cora a mis la table sans que je le lui demande. Nous avons mangé dans un silence confortable, celui qui s'installe lorsque deux personnes commencent à se faire confiance. Après le dîner, elle est allée vers l'étagère et a pris la pochette en toile cirée. Elle l'a ouverte avec précaution et en a sorti un papier plié, jauni et froissé. Elle me l'a tendu. « Le testament de mon père », a-t-elle dit. « C'est la seule preuve que j'ai. » Oncle Silas a essayé de le prendre, mais je l'ai caché dans la grange. C'était pour ça que je me suis enfui. Il a découvert où il était. Je l'ai déplié. L'écriture était soignée et claire. Tout y était stipulé. Les terres, le bétail, les droits sur l'eau, le tout devant être conservé en fiducie jusqu'à ce que Cora atteigne l'âge de 12 ans, âge auquel tout lui serait transféré sans condition. Il était certifié et notarié. Il faut qu'il disparaisse, dis-je. Sans cela, il peut prétendre qu'il n'y a pas de testament. Que tu n'es qu'une orpheline sans aucun droit. C'est pourquoi je ne peux pas le lui laisser. Je pliai le papier et le lui rendis. Alors nous le garderons en sécurité, et, en juillet, tu prendras ce qui t'appartient. Elle le remit dans la pochette et la posa sur l'étagère. Dehors, le vent hurlait. À l'intérieur, le feu brûlait doucement. Nous nous sommes assis ensemble à la lumière de la lampe. Et pendant un moment, le monde extérieur n'avait plus d'importance. Mais je savais que cela ne durerait pas. Les hommes comme Silas n'abandonnent pas. Ils changent simplement de tactique. Et quelque part dans l'obscurité, il préparait son prochain coup. Le mois de mars est arrivé, froid et cruel. La neige se transforma en glace, puis redevint neige, puis en neige fondue qui gelait dur pendant la nuit et rendait chaque pas dangereux. Les chevaux devinrent hirsutes et de mauvaise humeur. Les poules cessèrent de pondre et l'adjoint Tom Ashford arriva à cheval à la cabane avec un papier qui aurait tout aussi bien pu être un arrêt de mort. Il ne mit pas pied à terre, mais resta assis sur son cheval et tendit le document plié, son souffle formant de la vapeur dans l'air gris du matin. « Avis d'expulsion, dit-il. Silas a réclamé le paiement de votre dette, 340 $ dus au 1er mai. Si vous ne pouvez pas payer, le ranch reviendra à la banque. » Je pris le papier. Les mots étaient informels et froids. Un vol légal déguisé en langage officiel. 6 semaines. Je suis désolé, Jack. J'ai essayé de l'en dissuader. Le visage de l'adjoint était troublé, mais il détient le billet et la loi est de son côté. La loi semble souvent être de son côté ces derniers temps. Ashford détourna le regard. Je n'aime pas ça non plus, mais je porte un badge. J'applique ce qui est écrit, pas ce qui est juste. Vous vous êtes déjà demandé s'il y avait une différence? Il n'a pas répondu. Il a juste fait demi-tour avec son cheval et est reparti vers la ville, les sabots des animaux brisant la croûte de glace à chaque pas. Le bruit résonna dans le silence longtemps après qu'il eut disparu dans les arbres. À l'intérieur, Cora alimentait le feu avec du petit bois. Elle leva les yeux quand je suis entré, vit mon visage et se figea. Que s'est-il passé? Je lui ai raconté, et j'ai vu le sang se retirer de ses joues lorsqu'elle a compris ce que cela signifiait. Pas de ranch signifiait pas d'endroit où la garder. Pas d'endroit où la garder signifiait Silas One. « Combien as-tu? » demanda-t-elle. « 70 $. Peut-être 80 si je vends la mule et 2 des chevaux. Ce n'est pas suffisant. » Non, ce n'est pas suffisant. Elle se tenait là, petite et féroce, dans une robe que Ruth lui avait donnée. Ses mains étaient serrées en poing. C'est ma faute. Si je n'étais pas venu ici, arrête. Je me suis approché d'elle et je me suis agenouillé. Nous étions alors face à face. Ce n'est pas toi qui as provoqué cela. C'est Silas. C'est lui qui détourne la loi à son avantage. Tu n'es qu'une enfant qui essaie de survivre. Mais tu vas tout perdre à cause de moi. J'ai déjà perdu tout ce qui comptait il y a 3 ans, quand Martha était morte. Je posai une main sur son épaule. Ce ranch n'est que du bois et de la terre. Tu es en vie.
Tu n'as pas le choix. Elle s'est mise à pleurer, puis à sangloter doucement, secouée de spasmes. Je l'ai serrée contre moi et l'ai laissée pleurer. L'odeur de la fumée de bois imprégnait ses cheveux. Dehors, un corbeau a crié d'une voix rauque et solitaire. Quand elle s'est calmée, j'ai préparé du café, faible car nos réserves étaient presque épuisées, et nous nous sommes assis près du feu. J'avais deux choix et aucun n'était bon. Je pouvais essayer de réunir l'argent, ce qui était presque impossible. Ou je pouvais prendre Cora et m'enfuir vers l'ouest, en territoire oregonais, où Silas n'avait aucune influence. Mais fuir signifiait vivre dans la peur pour le reste de notre vie. Cela signifiait lui enseigner que la force fait la loi, que les hommes puissants gagnent toujours. Je ne pouvais pas faire ça. Je ne voulais pas. Nous nous battons. J'ai dit, comment? Je ne sais pas encore, mais Rhodes surveille. Doc a des preuves, et Silas a un point faible quelque part. Tous les hommes en ont un. 3 jours plus tard, Silas a convoqué une réunion publique. Ce n'était pas officiel, juste une invitation remise en main propre à tous les propriétaires fonciers d'Elorn. La réunion aurait lieu à l'église dimanche après le service. Le sujet: les préoccupations de la communauté concernant la protection des mineurs. Ruth est venue m'avertir. C'est un piège, m'a-t-elle dit, debout sur le pas de ma porte, la neige fondant sur son châle. Il va te faire passer pour un criminel devant tout le monde. Il va les rallier à sa cause avant que l'affaire ne soit portée devant un vrai tribunal. J'y vais quand même. Je m'attendais à ce que tu dises ça. Elle soupira. Alors j'y vais aussi, et j'emmène tous ceux qui ont écouté la raison. Le dimanche fut clair et froid. Le ciel était d'un bleu intense que l'on ne voit qu'en hiver, et la lumière du soleil sur la neige était si vive qu'elle en était aveuglante. J'ai enfilé ma plus belle chemise, ce qui ne voulait pas dire grand-chose, et j'ai attelé la mule au traîneau. Cora portait la robe bleue que Ruth avait apportée, et j'ai enroulé le manteau de Martha autour de ses épaules. « Tu n'es pas obligé de venir, » lui dis-je. « Si, je dois venir. C'est pour moi. Je dois être là. » Nous avons roulé en silence jusqu'à la ville. L'église était déjà pleine à notre arrivée. Les gens étaient entassés sur les bancs. Leur voix formait un murmure qui s'est arrêté lorsque nous avons franchi la porte. Je sentais tous les regards posés sur nous. Certains étaient compatissants, la plupart incertains, quelques-uns ouvertement hostiles. Silas se tenait à l'avant, à côté de la chaire du pasteur. Il était habillé comme un politicien, avec un costume noir, une chemise blanche et une cravate fine. Il avait l'air prospère et respectable. Tout ce que je n'étais pas. Quand il nous a vus, il a souri. « C'est gentil d'être venu, Jack. Et tu as amené la fille. C'est encore mieux. » Il s'est adressé à la foule. « Mes amis, merci d'être venus. Je sais qu'il fait froid et que vous avez du travail qui vous attend, mais cela nous concerne tous. Cela concerne l'état de droit dans cette région. » Il laissa cette phrase en suspens. Puis il sortit le document de tutelle et le brandit. Ce document, signé par le juge Whittaker lui-même, me nomme tuteur légal de Cora Whitfield. Mon frère, que Dieu ait son âme, est mort sans avoir pris les dispositions nécessaires pour sa fille. En tant que seul parent vivant, c'est à moi qu'il incombe de l'élever, de veiller à son éducation et à son bien-être. Il fit une pause. Mais M. Brennan a décidé que la loi ne s'appliquait pas à lui. Il héberge une mineure contre la volonté de son tuteur. C'était de l'enlèvement, tout simplement. Des murmures parcoururent la foule. Je vis des têtes acquiescées. Silas les avait convaincus. « Je suis un homme patient, poursuivit-il. J'ai essayé de raisonner Jack. J'ai envoyé le shérif adjoint avec une notification en bonne et due forme. Mais il refuse de se conformer, ce qui nous met tous en danger. Car si un homme peut ignorer la loi, qu'est-ce qui empêchera les autres de faire de même? Qu'est-ce qui empêchera le chaos? » Il se tourna vers moi. « Je ne veux pas d'ennuis, Jack. Je veux juste que ma nièce retourne dans la maison qui lui revient de droit. Est-ce que trop demandé? » L'église était silencieuse. Tout le monde attendait. Je sentais Cora trembler à côté de moi. Je me levai et m'avançai dans l'allée. « Vous voulez parler de loi? » Je dis. « Parlons-en. Vous marquez une enfant comme du bétail. C'est légal. Vous l'enfermez dans une grange la nuit. C'est une tutelle appropriée. Vous falsifiez des documents pour lui voler son héritage. C'est tout à fait légitime. » Le visage de Salus devint rouge. C'est de la calomnie. C'est la vérité. Je regardais la foule.
Le docteur Carver a des photos de ce qu'il lui a fait, des photos de la marque sur son épaule, des marques de fouet sur son dos. Quelqu'un veut les voir? La discipline d'un enfant et le droit d'un tuteur. La voix de Silas Silva. Vous n'avez pas d'enfant, Jack. Vous ne comprenez pas ce qu'il faut pour élever une fille têtue dans ce pays. J'avais une fille. Elle est morte avant que vous puissiez m'apprendre à la battre pour la soumettre. Les mots sortiront plus durs que je ne l'aurais voulu. L'église devint silencieuse. Je vis Ruth au troisième rang, les yeux brillants. Je vis Doc Carver près du fond, les bras croisés. Je vis l'adjoint Ashford près de la porte, le visage troublé. Silas se remit rapidement. Je suis désolé pour votre perte, Jack. Vraiment. Mais ta douleur ne te donne pas le droit de voler la famille d'un autre homme. Il s'est retourné vers la foule. Il doit 340 $ à ma banque. En mai, il perdra ses terres. Est-ce que le genre d'homme que vous voulez pour élever un enfant, un débiteur, un voleur? Quelqu'un dans la foule s'écria. Comment en est-il venu à te devoir cet argent, Silas? C'était le forgeron, un homme corpulent aux mains tachées de suie. Silas cligna des yeux. Quoi? Je me demandais simplement comment un homme qui n'emprunte pas beaucoup peut soudainement te devoir une dette au moment où il accueille ta nièce. Ça semble bien pratique. Je n'apprécie pas ton ton et je n'apprécie pas que tu utilises la loi comme une arme, dit le forgeron. Jack Brennan vit dans cette vallée depuis plus longtemps que la plupart d'entre nous. Il n'a jamais causé de problème, n'a jamais demandé grand-chose. Et maintenant, tu dis que c'est un criminel parce qu'il a donné refuge à une enfant qui mourait de froid. De nouveau des murmures, mais cette fois-ci, ils étaient différents. Incertain, Silas serra les mâchoires. La loi est claire. S'il ne ramène pas Cora d'ici la fin de la semaine, je ferai venir le marshal d'Helena. Ce n'est pas une négociation. Il se retourna et sortit, ses bottes résonnant bruyamment sur le plancher en bois. La foule commença à se disperser, les gens s'éloignant par petits groupes, parlant à voix basse. Ruth s'approcha et me serra le bras. Le docteur Carver acquiesça. L'adjoint Ashford s'approcha lentement. « Il ne bluffe pas au sujet du marshal, dit-il doucement. Une fois que cela se produira, je n'y pourrai plus rien. »« Je sais, Jack. » Il regarda Cora puis me regarda à nouveau. « La loi n'est pas toujours juste, mais c'est tout ce que nous avons. Sans elle, nous ne sommes que des animaux. Et quand la loi protège les animaux plutôt que les enfants, que faire? » Il n'avait pas de réponse. Il partit. Dehors, le soleil était déjà en train de se coucher. La température baissait rapidement, comme c'est souvent le cas en mars. La dernière plaisanterie cruelle de l'hiver. Cor et moi montâmes sur le traîneau. Alors que nous nous éloignions, je vis Silas debout devant le bureau foncier qui nous regardait. Même de loin, je pouvais voir la rage dans son attitude. Il s'attendait à gagner aujourd'hui. Il s'attendait à ce que la ville se retourne contre moi. Cela n'avait pas tout à fait fonctionné, mais il avait clairement marqué son territoire. En mai, je perdrais le ranch, et sans le ranch, je n'aurais plus aucun pied à terre. Cora était silencieuse pendant le trajet du retour. Lorsque nous sommes arrivés à la cabane, elle s'est dirigée directement vers l'étagère et a pris la pochette en toile cirée. Elle l'a tenue longtemps en la fixant du regard. « Et si je lui donnais la terre? » Elle a dit. « Et si je la lui cédais simplement? Il te laisserait tranquille. » « Non, mais cette terre est à toi. Ton père s'est tué à la tâche pour la construire. Tu ne la céderas pas à un homme qui préfère te brûler vif plutôt que de te la laisser. Alors que faisons-nous? » Je regardais par la fenêtre. Le soleil avait disparu, le ciel prenait une teinte pourpre foncée. Les étoiles commençaient à apparaître, froides et lointaines. « Nous attendons, dis-je, et nous espérons que Ruth trouvera quelque chose qui nous sera utile. » Mais l'espoir semblait mince cette nuit-là. Aussi mince que la couche de glace qui se formait sur le seau d'eau, aussi mince que le fil qui maintenait toute ma vie. Le mois d'avril s'installa avec sa boue et sa pluie froide. La neige ne fondait pas vraiment, elle pourrissait, laissant le sol mou et traître. Les chevaux s'enfonçaient jusqu'aux jarrets dans la boue. L'eau coulait des avantoirs de la cabane dans un rythme incessant qui ressemblait au compte à rebours d'une horloge. Je vendis 2 chevaux à un éleveur de passage. J'en obtins 40 $. J'ai vendu la mule pour 20 $ de plus. Cela m'a donné un total de 140 $. Il m'en manquait encore 200. Le 1er mai était dans 3 semaines. Cora était devenue silencieuse. Pas le silence effrayé de ses débuts, mais quelque chose de plus dur, de déterminé.
Elle travaillait à mes côtés sans se plaindre, nourrissant les chevaux restants, transportant l'eau du ruisseau, coupant du petit bois. Ses mains étaient devenues rugueuses et cailleuses. Elle ne posait plus de questions sur les morts. Elle ne parlait plus beaucoup. Un après-midi, je l'ai trouvée dans le coin de la cabane où je rangeais mes outils. Elle avait le vieux livre de lecture de Martha ouvert sur ses genoux, mais elle ne lisait pas. Elle recopiait des mots sur un bout de papier, s'entraînant à écrire. Sa main gauche se déplaçait avec précaution sur la page, formant chaque lettre avec précision. « À quoi travaillais-tu » lui ai-je demandé. Elle m'a montré. C'était son nom, écrit encore et encore. Kay Whitfield, Cora Whitfield, Cora Whitfield. Les lettres étaient nettes et claires, toutes légèrement inclinées vers la gauche, comme l'écriture d'une personne gauchère. « Pourquoi » lui ai-je demandé. « Pour ne pas oublier qui je suis » m'a-t-elle répondu. « Quoi qu'il arrive. » Je m'assis à côté d'elle. L'odeur de la terre humide et du vieux bois emplissait la cabane. Dehors, la pluie tambourinait sur le toit en tôle, un bruit à la fois réconfortant et implacable. « Tu veux apprendre quelque chose » lui demandai-je. Elle acquiesça. « Viens avec moi. » Je l'emmenai dans le corral où je gardais les 3 derniers chevaux, 2 juments et un jeune étalon avec lesquels je travaillais depuis l'automne. Il avait été capturé à l'état sauvage, il avait peut-être 4 ans, avec une robe noire et une tache blanche sur le visage, méchant comme tout quand je l'avais attrapé au lasso pour la première fois, mais je l'avais apprivoisé petit à petit. Avec patience, pas avec force. L'étalon nous regardait approcher, les oreilles en arrière, les naseaux dilatés. C'est ça la confiance, dis-je. On peut dompter un cheval avec un fouet et des éperons. On peut lui faire tellement peur qu'il obéira, mais ce n'est pas de la confiance. C'est juste de la peur qui porte une selle. J'ai escaladé la clôture. L'étalon a secoué la tête, mais n'a pas pris la fuite. J'ai avancé lentement, en gardant les mains bien visibles, en parlant doucement et calmement. Quand je me suis suffisamment approché, j'ai tendu la main. L'étalon a reniflé, a fait un pas de côté, puis a finalement tendu le cou et a reniflé ma main. « Tu le mérites » ai-je dit. Petit à petit, tu lui montres que tu n'es pas là pour lui faire du mal. Finalement, il cesse de s'attendre à la douleur. C'est là que le vrai travail peut commencer. Cora observait depuis la clôture. « Je peux essayer? Tu es sûr? » Elle a hoché la tête. Je l'ai aidée à enjamber la barrière. Les oreilles de l'étalon se sont dressées, curieuses. Cora était plus petite que moi, moins menaçante. Elle a tendu la main comme je l'avais fait, paume vers le haut, doigts détendus. « Parle-lui » lui ai-je dit. « Utilise la voix que tu utilises quand tu as peur, celle qui est calme. » Elle le fait, un murmure doux et régulier. Le même ton qu'elle avait utilisé la première nuit lorsqu'elle avait demandé si elle était réelle. L'étalon a fait un pas de plus. Finalement, il baissa la tête et toucha sa paume avec son museau. Le visage de Cora s'illumina. Ce n'était pas tout à fait un sourire. Elle ne souriait pas encore beaucoup, mais c'était presque ça. Quelque chose comme de l'espoir. « Il te fait confiance » lui ai-je dit. « Comment le sais-tu? » « Parce qu'il te laisse t'approcher. C'est ça la confiance. Laisser quelqu'un s'approcher même quand on a peur qu'il nous fasse du mal. Nous avons travaillé avec le cheval pendant 1 heure, jusqu'à ce que la pluie s'intensifie et nous oblige à rentrer. Ce soir-là, j'ai préparé un ragoût avec le reste du porc salé. Nous avons mangé à la lueur du feu, dans la cabane chaude et sèche malgré la tempête qui faisait rage dehors. Cora m'a posé des questions sur le dressage des chevaux, sur le temps que cela prenait, si jamais ils oubliaient leur peur. « Ça dépend » ai-je répondu. « Certains chevaux la gardent toute leur vie. D'autres la laissent partir une fois qu'ils ont appris autre chose. Les gens sont pareils. » Elle a réfléchi à cela. « Tu penses que j'oublierais? Oublier quoi? Avoir peur. J'ai posé ma cuillère. Je ne pense pas que tu oublieras, mais je pense que tu apprendras peut-être à vivre différemment avec cette peur. Tu apprendras qu'avoir peur ne signifie pas être brisé. » Elle a acquiescé lentement. Dehors, le tonnerre grondait au loin. L'orage se déplaçait vers l'est, en direction de la ville. « 3 semaines de salaire, dit-elle. « Je sais. Que se passera-t-il si nous ne pouvons pas payer? » « Alors, nous trouverons une autre solution. » « Quelle solution? » Je n'avais pas de réponse, alors je me contentais de dire « Nous le saurons le moment venu. » Mais en vérité, je n'en savais rien. L'argent n'arriverait pas. La terre reviendrait à la banque de Silus. Et sans le ranch, je n'avais aucun droit légal de garder Cora.
L'adjoint Ashford l'avait clairement fait comprendre. Un homme sans propriété était un vagabond, et les vagabonds n'avaient pas le droit d'élever des enfants. Je suis resté éveillé cette nuit-là, écoutant la pluie et la respiration de Cora dans le coin où elle dormait. Le feu s'était réduit en braise. Dans l'obscurité, je pouvais presque voir le visage de Martha, tel qu'il était la dernière fois que je l'avais vue vivante, brûlante de fièvre, demandant de l'eau. Je l'avais laissée tomber, parcourant 65 kilomètres à cheval pour aller chercher un médecin qui était arrivé trop tard. Je ne pouvais pas échouer à nouveau, mais je n'avais plus d'options, plus de temps et plus d'espoir. La pluie tombait plus fort. Quelque part dans l'obscurité, une branche craqua et tomba, et ce bruit me sembla être la fin. Ruth arriva un mercredi, 2 semaines avant l'échéance de la dette. Elle traversa la boue, la jupe trempée jusqu'aux genoux et le visage dur. Avant même qu'elle ne dise un mot, je savais qu'elle avait trouvé quelque chose. Au bureau des terres, dit-elle. Et, dit-elle en descendant de son cheval, je livrais du pain comme d'habitude. Salas se disputait avec son associé, un homme nommé Garrett, originaire d'Helena. Ils ne savaient pas que j'étais dans l'arrière-boutique. À l'intérieur, elle s'est assise près du feu et a sorti un papier plié de son manteau. Le papier était humide mais lisible. J'ai reconnu le sceau territorial en haut. Contrat de train d'orphelin, a dit Ruth. Daté du 20 février, dit Cora Whitfield. Consent volontairement à être déplacé vers l'Est pour une scolarisation appropriée et un placement dans une famille chrétienne. Il est signé par elle en présence de Silas. Cora est devenue pâle. Je n'ai jamais signé ça. Je sais que vous ne l'avez pas fait. Ruth a pointé la signature. Regardez l'écriture. Elle penche vers la droite. Vous êtes gauchère. Votre écriture penche vers la gauche. J'ai vérifié auprès du docteur Carver. Il vous a demandé d'écrire votre nom lorsqu'il vous a examiné. Cette signature est un faux. Je tiens le papier à la lumière. La signature est soignée et précise. Trop soignée. Elle a été pratiquée. Il prévoit de la mettre dans le train, dis-je. Le train part le 10 juin, confirme Ruth. Une fois qu'elle sera partie, il pourra prétendre qu'elle l'a abandonnée, dire qu'elle s'est enfuie. Sans elle ici pour contester, l'héritage lui reviendra en tant que plus proche parent. Les mains de Ruth tremblent. Pouvons-nous montrer cela au shérif adjoint? Ruth a secoué la tête. Pas encore. Silas dira simplement qu'elle a signé et oublié, ou qu'elle ment pour rester avec Jack. Il nous faut plus. Comme quoi? Comme pourquoi il a tant besoin de ce terrain en ce moment. Ruth se pencha en avant. Je l'ai entendu dire à Garrett que l'inspecteur bancaire venait en juin. Il a dit quelque chose à propos de couvrir le déficit avant que quelqu'un ne s'en aperçoive. Ce sont ses mots exacts. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Un homme ne falsifie pas des documents et ne réclame pas le remboursement de dettes à moins d'être désespéré. Et Silas était désespéré. Il vole la banque, dis-je, c'est mon hypothèse. L'héritage de Cora s'élève à 12 000 $. S'il parvient à obtenir ce terrain et à le vendre rapidement, il pourra couvrir ce qu'il a pris avant l'arrivée de l'inspecteur. Je regardais K. Elle était assise, immobile, le visage pâle, mais le regard vif. Elle comprenait ce que cela signifiait. Son oncle n'était pas seulement cruel, c'était un voleur qui l'utilisait pour se sauver. Il nous faut des preuves, ai-je dit. J'ai dit que j'y travaillais. Mais Jack, a dit Ruth d'une voix basse, c'est dangereux. Si Silas découvre que je cherche, il se retournera contre moi. Mon magasin est également hypothéqué auprès de sa banque. Alors arrête de chercher. Je n'ai pas dit que j'arrêtais. J'ai dit que c'était dangereux. Elle se leva. Je garderai les oreilles ouvertes. Toi, occupe-toi de protéger cette fille. Elle partit avant le coucher du soleil, traversant la boue pour retourner en ville. Après son départ, Cora vint se placer à côté de moi à la fenêtre. Nous regardâmes le ciel virer au violet, les nuages se dissiper pour laisser apparaître les étoiles. « Il va gagner, n'est-ce pas? » dit-elle. « Pas si je peux l'en empêcher, mais tu ne peux pas payer ta dette et il a la loi de son côté. » Je me tournai vers elle. La loi n'est que des mots sur du papier. Ce qui compte, c'est ce que les gens choisissent de croire. Et Ruth te croit. Doc te croit. Même le forgeron commence à se poser des questions. Ça fait 3 personnes contre toute une ville. 3, c'est plus que 0. Elle m'a regardé. Pourquoi fais-tu cela? Tu pourrais simplement me laisser partir. Sauver ton ranch. Le ranch, ce n'est que du bois et des clous.
Toi, tu es en vie, mais tu as déjà tant perdu. C'est exactement pour cela que je me suis agenouillé afin d'être à la hauteur de ses yeux. Quand Martha est morte, j'ai cru que c'était fini. Je pensais que je travaillerais cette terre jusqu'à ce qu'elle m'enterre aussi. Puis tu es arrivé, à moitié gelé, me demandant si tu étais réel. Et je me suis souvenu de ce que c'était que d'être important pour quelqu'un, d'avoir une raison de me lever le matin. J'ai fait une pause. Tu m'as sauvé, K. Le moins que je puisse faire, c'est te rendre l'appareil. Ses yeux se sont remplis de larmes. Elle a jeté ses bras autour de mon cou et m'a serré fort. Je l'ai serré contre moi. Cette petite fille féroce qui avait traversé une tempête de neige avec pour seul bagage un bout de papier et une question. Dehors, la nuit s'installait. La boue serait à nouveau gelée au matin. La dette était toujours là. Silas continuait à comploter. Mais pour l'instant, à cet instant précis, nous étions là l'un pour l'autre. Et parfois, cela suffit pour continuer à se battre. Le lendemain matin, je me rendis seul en ville. Cora voulait m'accompagner, mais je lui demandais de rester avec les chevaux. Ce que j'allais faire n'avait pas besoin de témoins. Je trouvais Silas au bureau des terres. Il était assis derrière un bureau couvert de registres et de papiers. Il leva les yeux lorsque je suis entré, sans montrer ni surprise ni inquiétude. « Vous venez mendier ?» demanda-t-il. « Je viens de vous faire une offre. Écoutez-moi. Vous effacez la dette. Vous me donnez le titre de propriété de ma terre. En échange, je convainc Cora de céder son héritage. Sans dispute, sans histoire. » Silas se cala dans son fauteuil. Pendant un instant, je crus qu'il allait accepter. Puis il sourit. « Non, dit-il, je veux les deux. Votre terre est la sienne et vous ne pouvez rien y faire. » Je me retournai et sortis. Derrière moi, je l'entendis rire, mais j'avais obtenu ce que je voulais. J'avais vu son visage lorsque j'avais mentionné l'héritage. J'avais vu la convoitise qui s'y lisait, le désespoir à peine dissimulé. Ruth avait raison. Il avait besoin de cet argent. Il en avait désespérément besoin. Et les hommes désespérés commettent des erreurs. Le 1er mai arriva avec une matinée si claire qu'elle en était aveuglante. Le ciel était bleu et infini. Le genre de journée qui vous fait croire aux secondes chances. Je n'y croyais plus. L'adjoint Ashford est arrivé à midi avec un géomètre et un employé du bureau territorial. Ils avaient des papiers, des chaînes de mesure et des expressions qui montraient qu'ils avaient déjà fait ça et qu'ils le referaient. La loi était la loi, et la loi se fichait du ciel clair. « Je suis désolé, Jack, » a dit Ashford. Il ne me regardait pas dans les yeux. « Tu as jusqu'au coucher du soleil pour partir. » J'ai hoché la tête. Cora se tenait dans l'embrasure de la porte derrière moi, le visage pâle mais déterminé. Nous en avions parlé, nous savions que cela allait arriver, mais le savoir ne rendait pas les choses plus faciles. « Où allez-vous aller ?» demanda l'adjoint. « Je ne sais pas encore. » Il regarda Cora derrière moi. « Vous savez ce qui va se passer ensuite, n'est-ce pas? Sans propriété, vous n'avez aucun droit légal de la garder. Célus demandera immédiatement la garde. Je sais que vous pourriez faciliter les choses pour vous deux. » Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. C'était un jeune homme qui essayait de faire son travail, d'appliquer des règles auxquelles il ne croyait pas, car l'alternative était le chaos. Mais il y a une différence entre la loi et la justice, et il le savait. Je pouvais le voir dans ses yeux. « Non, » ai-je répondu, « je ne pouvais pas. » Ils ont tout mesuré, marqué et noté avec soin. En milieu d'après-midi, le ranch appartenait officiellement à la banque de Silas Whitfield. La cabane, le corral, les 3 chevaux restants, tout. Le géomètre a enfoncé un piquet dans le sol près de la clôture et y a attaché un ruban rouge. Le ruban flottait dans la brise comme un drapeau de reddition. Après leur départ, Cora et moi sommes restés debout dans la cour. Le soleil nous réchauffait le visage. Les oiseaux chantaient dans les peupliers. Le monde se moquait bien que nous venions de tout perdre. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. Je ne répondis pas tout de suite. Je restais là, à regarder la cabane que j'avais construite de mes propres mains. La clôture que j'avais réparée une centaine de fois. La pierre tombale dans le coin de la propriété où Martha était enterrée. Partir, c'était comme mourir. Mais rester signifiait voir Silas emmener Cora, et je préférais brûler la maison plutôt que de laisser cela arriver. Nous emportons ce que nous pouvons porter, dis-je, et nous verrons le reste au fur et à mesure. À l'intérieur, j'ai rassemblé le manteau de Martha, le livre de lecture de McGuffey, une couverture, quelques outils. Cora a enveloppé la pochette en toile cirée contenant le testament de son père et un tissu,
et l'a glissé dans sa robe. Nous nous sommes déplacés silencieusement et efficacement, comme des soldats battant en retraite sur un champ de bataille. J'étais en train de charger les sacoches lorsque je l'ai entendu. La cloche de l'église de la ville sonnait fort et vite. Ce n'était pas le son lent et mesuré de l'appel à la messe. C'était urgent, alarmant. Cora l'entendait aussi. Qu'est-ce que cela signifiait? Un problème ou un appel à se rassembler? Je regardais vers la ville. Le son portait clairement à travers la distance, résonnant dans les collines. Ruth, je le savais au plus profond de moi. Ruth avait trouvé quelque chose et elle appelait la ville à en être témoin. C'était le moment que nous attendions. « Reste ici », ai-je dit à K. « Non », a-t-elle répondu d'une voix ferme. « Cela me concerne. Je devais être là. Je voulais discuter, je voulais la garder en sécurité, cachée, loin de ce qui allait se passer. Mais elle avait raison. C'était son combat autant que le mien. « D'accord », ai-je dit. « Mais reste près de moi quoi qu'il arrive. » Nous avons pris place à deux sur le dernier cheval, avançant rapidement sur la route boueuse et creusée d'ornières en direction de la ville. La cloche continuait de sonner, insistante et forte. À mesure que nous nous approchions, je pouvais voir des gens affluer vers l'église de toutes les directions. Des ouvriers agricoles et des commerçants, des familles et des vagabonds. Quoi qu'ait fait Ruth, elle s'était assurée que tout le monde le verrait. Lorsque nous sommes arrivés à l'église, la foule était déjà dense. Les gens se sont écartés pour nous laisser passer, le visage curieux et incertain. Sur les marches du perron, Ruth se tenait debout, une pile de papiers à la main. Son visage était rouge, ses yeux brillants, exprimant à la fois le triomphe et la terreur. À côté d'elle se tenait Doc Carver, et à côté de lui, l'air de préférer être ailleurs, se tenait l'adjoint Ashford. Silas était là aussi, debout près de la porte de l'église. Son visage était rouge de rage. Ruth m'aperçut et me fit un signe de tête. Puis elle éleva la voix pour se faire entendre de la foule. « Mes amis, dit-elle, j'ai quelque chose à vous montrer. Quelque chose que vous devez tous voir avant que cela n'aille plus loin. » Elle brandit les papiers. Même de loin, je pouvais voir le sceau territorial, des documents officiels, du genre de ceux qui révélaient des vérités que des hommes comme Silas voulaient enterrer. « Ceci, dit Ruth, est la preuve que Silas Whitfield a volé sa propre banque. 11 800 $ pour être exact, et il a utilisé l'héritage de cette petite fille pour couvrir ses traces. » La foule s'est déchaînée. Silas s'est précipité vers Ruth, mais le docteur Carver s'est interposé entre eux. L'adjoint Ashford a mis la main sur son arme. « Espèce de sorcière menteuse !» a crié Silas. « Ce sont des documents bancaires privés. Vous n'aviez pas le droit. »« J'avais tout à fait le droit, » répondit Ruth d'une voix calme. « Parce que vous étiez sur le point de ruiner un homme innocent et de voler une enfant pour sauver votre peau. » Elle me regarda, puis Cora, puis la foule. « Maintenant, quelqu'un ferait mieux de décider, » dit-elle. « Si nous sommes une ville qui protège les enfants ou une ville qui protège les voleurs. » La cloche avait cessé de sonner. Dans le silence qui suivit, tous les regards se tournèrent vers Silas Whitfield, et je sus enfin que nous avions gagné. Le pasteur s'avança, sa Bible serrée dans ses deux mains. C'était un vieil homme maigre et grisonnant, mais sa voix avait du poids. « C'est la maison de Dieu, dit-il, et dans cette maison, nous réglons les choses selon sa loi, et non selon la cupidité des hommes. » Il regarda Silas. « Vous êtes accusé de vol et de fraude. Avez-vous quelque chose à dire? » Le visage de Silas était passé du rouge au blanc, ses mains tremblaient, ses registres sont scellés, elle n'avait pas le droit. « Dites, j'avais une clé, » dit Ruth calmement. « Vous me l'avez donnée vous-même. Vous vous souvenez? Vous m'avez dit que je pouvais utiliser l'arrière-boutique pour stocker des denrées sèches. Le surplus. Vous n'auriez jamais pensé qu'une vieille femme qui livre du pain ferait attention. » Elle brandit à nouveau les papiers. Mais moi, j'ai fait attention. Et j'ai vu les registres, j'ai vu les retraits, j'ai vu que les chiffres ne correspondaient pas. L'adjoint Ashford s'avança. « Laissez-moi voir ça. » Ruth lui tendit les papiers. L'adjoint lut lentement, les lèvres légèrement remuées. Lorsqu'il eut terminé, il leva les yeux vers Silas. « C'est vrai que vous avez prélevé de l'argent sur les comptes des déposants. C'était temporaire. J'allais rembourser avec l'héritage de Cora. » Le docteur Carver dit, « C'est pour cela que vous aviez besoin de ces terres. C'est pour cela que vous avez falsifié les papiers du train des orphelins. » La foule se pressa davantage.
Je reconnus le forgeron, les commis du magasin, les ouvriers du ranch. Ils écoutaient maintenant. Ils écoutaient vraiment. Silas redressa son manteau, essayant de retrouver un peu de dignité. Même si c'était vrai, ce que je ne reconnais pas, la fille est toujours sous ma tutelle. Le juge a signé. Le juge a signé sur la base de votre témoignage selon lequel vous étiez un tuteur compétent, interrompit Roth. Mais le docteur Carver a des photos de ce que vous lui avez fait. La marque, les traces de fouet, est-ce que cela vous semble être un tuteur compétent? Des murmures parcoururent la foule, des murmures de colère. Le pasteur leva la main pour faire taire l'assemblée. Il existe une loi dans ce territoire. Une vieille loi sur les propriétés familiales datant des années 50, à l'époque où les juges étaient rares. Elle stipule qu'en cas de litige concernant la tutelle, la congrégation d'une ville peut voter sur le placement de l'enfant à condition qu'il y ait des preuves de maltraitance ou d'inaptitude. Cette loi est obsolète, Silas s'écria. Cette loi est toujours en vigueur, dit calmement l'adjoint Ashford. J'ai vérifié la semaine dernière. Le pasteur a raison. Le pasteur acquiesça. Alors nous allons procéder conformément à la loi de Dieu et à la loi territoriale. Il se tourna vers Cora. Mon enfant, souhaites-tu prendre la parole? Cora se tenait à côté de moi, silencieuse et immobile. Elle s'avança alors. Elle semblait toute petite dans le décor de l'église, une simple fillette vêtue d'une robe usée. Mais lorsqu'elle prit la parole, sa voix ne trembla pas. « Je m'appelle Cora Whitfield, dit-elle. Mon père est mort en octobre dernier. Avant de mourir, il a rédigé un testament. Il dit que j'hériterai de son ranch lorsque j'aurai 12 ans. C'est dans 2 mois. » Elle plongea la main dans sa robe et en sortit la pochette en toile cirée. Ses mains étaient fermes lorsqu'elle l'ouvrit et en sortit le papier jauni. Voici le testament. Il est légal et a été signé en présence de témoins. Mon oncle voulait s'en débarrasser pour pouvoir s'approprier les terres. Elle leva le bras gauche pour montrer sa manche, puis elle la retira, dévoilant la marque sur son épaule. La foule eut le souffle coupé. Certaines femmes détournèrent le regard. « C'est lui qui m'a fait ça, dit-elle. Il disait que j'étais sa propriété, comme une vache, comme quelque chose qu'il pouvait marquer et vendre. » Sa voix se brisa légèrement, mais elle continua. « Monsieur Brennan m'a trouvé dans une tempête de neige. J'étais en train de mourir. Il n'était pas obligé de m'aider. Il ne me connaissait pas, mais il l'a fait, et il m'a protégé depuis, même si cela lui a coûté tout ce qu'il avait. » Elle m'a alors regardé, les yeux humides mais clairs, comme il m'a appris que je valais plus qu'un bout de papier, que j'étais réel même sans l'acte, que j'avais de l'importance. Elle s'est retournée vers la foule. « Je vous en supplie, ne me renvoyez pas. Je vous en prie. » Le silence qui suivit fut lourd et complet. Même le vent semblait retenir son souffle. Puis le pasteur prit la parole. « Nous allons voter. Que tous ceux qui sont en faveur d'accorder la garde temporaire de Jacob Brennan jusqu'à ce que Cora atteigne sa majorité disent « oui ». La voix du forgeron fut la première à se faire entendre, forte et claire. Puis ce fut celle de Ruth, et celle du docteur Carver, et la mienne. Une à une, les voix s'élevèrent dans la foule. Pas toutes. Certaines restèrent silencieuses, craignant de contrarier Silas ou de bouleverser l'ordre établi, mais cela suffisait. C'était plus que suffisant. À l'issue du décompte, le résultat était de 14 voix contre 6. Le pasteur acquiesça. La décision fut alors prise. Jacob Brennan se voyait accorder la tutelle temporaire jusqu'à ce que Cora Whitfield atteigne l'âge de 12 ans et puisse réclamer son héritage. Il regarda Silas. « Quant à vous, de l'adjoint Ashford vous placera en détention provisoire dans l'attente de l'enquête sur les relevés bancaires. » Le visage de Silas se déforma. Pendant un instant, je crus qu'il allait s'enfuir ou se battre, mais quelque chose en lui s'effondra. Il resta là, les épaules affaissées, toute combativité ayant disparu. « J'avais besoin d'argent, dit-il doucement. Ma fille est morte. Je ne pouvais pas payer les frais médicaux. J'allais rembourser, je le jure, j'allais le faire. Tu as marqué une enfant, dit Roth. Sa voix était dure comme le fer. Quelle que soit ta dette, tu la lui as fait payer, et cela est impardonnable. L'adjoint Ashford prit Silas par le bras. Allons, nous allons régler ça comme il se doit. Alors qu'il s'éloignait, Silas jeta un dernier regard à Cora. Je ne sais pas ce qu'il vit sur son visage. Le pardon, peut-être. Ou simplement la froideur d'un jugement définitif. Quoi qu'il en soit, il se retourna et ne regarda plus en arrière. La foule commença à se disperser,
les gens discutant à voix basse tandis qu'ils regagnaient leurs chariots et leurs chevaux. Ruth s'approcha et posa sa main sur mon épaule. « Tu as récupéré ton ranch, dit-elle. La banque de Silacera saisie par le territoire. Tes dettes sont annulées. »« Comment as-tu su pour les registres? » demandai-je. Elle sourit, fatiguée, mais satisfaite. « Je t'ai dit que personne ne prête attention aux vieilles femmes et que les vieilles femmes prêtent attention à tout. » Elle regarda Cora. « Tu as bien fait, mon enfant. Il fallait beaucoup de courage pour parler ainsi. » Cora acquiesça, mais ne dit rien. Elle tremblait maintenant, l'adrénaline s'estompant et laissant place à l'épuisement. Le docteur Carver s'approcha, sa maillette médicale à la main. « Laissez-moi vous examiner toutes les deux. Vous avez vécu un enfer. »« Nous allons bien, dis-je, pour amuser le vieux médecin. » Nous nous sommes assis sur les marches de l'église pendant qu'il prenait le pouls de Cora et examinait ses yeux. Le soleil était chaud maintenant, le ciel d'un bleu parfait que l'on ne voit qu'à la fin du printemps. L'odeur de l'herbe, de la prairie et de la pluie lointaine flottait dans l'air. Quelque part, un oiseau chantait. « Vous savez ce qui va se passer maintenant? » demanda le docteur. « Nous rentrons à la maison, répondis-je. Nous allons réparer ce qui est cassé. Planter un jardin, vivre, a-t-il souri. Ça me semble être un bon plan. » Nous sommes rentrés au ranch dans la lumière dorée de la fin d'après-midi. Le ruban rouge flottait toujours sur le piquet du géomètre, mais cela n'avait plus d'importance. La terre était à nouveau la nôtre. La cabane était solide et nous attendait. Une fois à l'intérieur, Cora a posé la pochette en toile cirée sur l'étagère. Elle l'a regardée longuement. Puis elle se tourna vers moi. « Je peux t'appeler P? » demanda-t-elle. Je restais sans voix pendant un instant, puis j'acquiesçai d'un signe de tête. Elle me serra dans ses bras et me tint fermement. Dehors, le vent soufflait dans les peupliers. Le printemps arrivait, la boue allait sécher, l'herbe allait verdir et nous allions guérir. 2 semaines plus tard, nous brûlâmes le fer à marquer. Ruth l'avait suggéré, disant que les symboles avaient leur importance et que celui-ci devait être mis au repos. Ainsi, un dimanche matin clair et chaud, nous sommes allés en ville avec le fer enveloppé dans de la toile de jute. L'église était pleine pour le service et après celui-ci, les gens s'attardaient sur les marches pour discuter et échanger des nouvelles, comme ils le font lorsque l'hiver touche enfin à sa fin. Le pasteur nous a accueillis à la porte. Il avait accepté de nous laisser utiliser le poêle de l'église pour ce que Ruth appelait un rituel de clôture. Des mots sophistiqués pour désigner la destruction de l'objet qui avait marqué Cora comme du bétail. À l'intérieur de l'église, ça sentait le vieux bois et la cire de bougie. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres, peignant le sol d'or. Doc Carver était là, ainsi que Ruth et une poignée d'autres personnes qui avaient voté pour nous. Même l'adjoint Ashford était présent, debout en silence à l'arrière. J'ai déballé le fer. Le métal était froid et lourd. Le W était encore visible à l'extrémité du fer. Cora se tenait à côté de moi, sa main dans la mienne. Elle avait demandé à être celle qui le mettrait dans le feu. « Tu es sûr? » lui ai-je demandé. Elle a acquiescé. Le pasteur a ouvert la porte du poêle. Le feu à l'intérieur brûlait fort et proprement, alimenté par du pain sec. Cora m'a pris le fer des mains. Ses mains ne tremblaient pas. Elle s'est dirigée vers le poêle et a plongé le fer dans les flammes. Pendant un instant, rien ne s'est passé. Puis le métal a commencé à rougeoyer. D'abord rouge, puis orange, puis blanc. Le Dabius s'est ramolli et déformé. Sa forme s'est estompée jusqu'à ce qu'il ne reste plus que du métal en fusion et de la chaleur. « Qu'il ne marque plus jamais une autre âme », a dit le pasteur à voix basse. Nous sommes restés là jusqu'à ce que le fer ne soit plus qu'un tas de scories. Puis Ruth s'avança et sonna la cloche de l'église. Ce n'était pas le son alarmant de tout à l'heure, mais un son lent et régulier. Un son qui symbolisait à la fois la fin et le commencement. Lorsque la cloche s'arrêta, Cora se tourna vers moi. « On peut rentrer à la maison maintenant? » « Oui, répondis-je, on peut rentrer à la maison. Cet après-midi-là, nous avons planté un jardin. Le sol était mouillé par la pluie printanière, riche et sombre. Cora n'avait jamais rien planté auparavant. Alors je lui ai montré comment espacer les graines, à quelle profondeur les mettre, comment les recouvrir délicatement et leur laisser de la place pour pousser. Nous avons planté des haricots, du maïs et des courges, les 3 sœurs comme les anciens les appelaient. Nous avons également planté des fleurs sauvages le long de la clôture qui bordait la prairie.
Cora a choisi l'endroit où je l'avais trouvé cette nuit de février, effondré dans la neige. Ainsi, quelque chose de beau pousse ici, a-t-elle dit. Nous avons travaillé jusqu'au coucher du soleil. Nos mains étaient calmes, nos dos endoloris, mais c'était un travail agréable, le genre qui vous fatigue d'une manière qui donne le sentiment d'avoir accompli quelque chose. Ce soir-là, Ruth est venue avec un panier rempli de nourriture, de pain, de fromage et de pommes séchées. Elle s'est assise avec nous près du feu pendant que nous mangions et nous avons parlé de choses insignifiantes, du temps, du jardin, de la façon dont l'herbe reverdait après le long hiver. Le shérif adjoint m'a dit qu'il transférait Silas à la prison territoriale de Deer Lodge. Ruth a dit « 5 ans pour détournement de fonds. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être mieux, ai-je répondu. Ça aurait pu. Elle a regardé Cora. As-tu déjà pensé à lui pardonner? Cora est restée silencieuse pendant un long moment, puis elle a dit « J'y pense, mais je n'en suis pas encore là. Peut-être un jour. » Ruth a hoché la tête. C'est honnête, le pardon n'est pas quelque chose que l'on fait parce qu'on est censé le faire. C'est quelque chose que l'on fait quand on est prêt. Ou pas du tout. Les deux options sont valables. Après le départ de Ruth, Cora et moi nous sommes assises dehors, sur les marches du porche. Les étoiles apparaissaient, nettes et brillantes, dans le ciel clair. Un engoulevent chantait quelque part au loin. L'air sentait la terre fraîchement retournée et le pain. « Elle te manque parfois? » demanda Cora. Martha, tous les jours. Est-ce que ça devient plus facile? Pas plus facile, différent. Je levai les yeux vers les étoiles. On apprend à vivre avec. On apprend qu'aimer quelqu'un ne s'arrête pas simplement parce qu'il n'est plus là. Ça change juste de forme. Elle s'est appuyée contre mon épaule. Nous sommes restés assises ainsi pendant un moment, sans parler, simplement là. Un père et sa fille sous le vaste ciel du Montana. « Papa, dit-elle finalement. Oui, merci de ne pas avoir abandonné. Merci de ne pas m'avoir laissé abandonner. En juillet, Cora a eu 12 ans. Nous sommes allés en ville pour remplir les papiers qui officialisaient son héritage. 300 thèses de bétail, 200 acres de pâturage et les droits d'eau sur le ruisseau qui les traversait. L'employé du bureau foncier a traité le dossier sans faire de commentaires, a tamponné les documents et les a remis. « Félicitations, mademoiselle Whitfield, a-t-il dit. Vous êtes propriétaire. » Elle a soigneusement plié les papiers et les a rangés dans la pochette en toile cirée. Mais cette fois-ci, quand nous sommes partis, elle ne les a pas serrés contre elle comme s'ils étaient la seule preuve de son existence. Elle les a simplement glissés dans sa sacoche et a souri. « Je me sens différente maintenant, a-t-elle dit. « Comment ça? Avant, ce papier était tout ce que j'avais. Maintenant, ce n'est plus qu'un papier. Je suis réel, que je l'ai ou non. » Nous sommes rentrés à la maison sous la chaleur estivale. Le jardin était en pleine floraison. Les haricots grimpaient le long de leurs stuteurs. Le maïs formait des panicules. Les courges s'étalaient sur le sol. Les fleurs sauvages éclataient de 1000 couleurs là où la neige avait autrefois été épaisse et froide. Ce soir-là, nous avons célébré tranquillement, juste tous les deux, avec un bon repas et le bruit du ruisseau qui coulait clair et fort. Après le souper, Cora a pris le livre de lecture de McGuffey sur l'étagère et a lu à haute voix à la lumière de la lampe. D'une voix calme et assurée, les mots coulaient facilement. Quand elle eut terminé, elle ferma le livre et me regarda. « Que faisons-nous demain? »« La même chose qu'aujourd'hui, répondis-je. Nous vivons, nous travaillons, nous prenons soin les uns des autres. Ça me va. » Elle a alors souri, un vrai sourire, franc et sans réserve. Et je me suis rendu compte que je ne me souvenais pas de la dernière fois où je l'avais vue sourire ainsi. Peut-être jamais. Dehors, la nuit s'installait, douce et chaude. Les chevaux somnolaient dans le corral. Le jardin poussait dans l'obscurité. Et quelque part au loin, une alouette des prés chantait son chant du soir. Nous étions chez nous. Enfin, vraiment chez nous. 5 ans plus tard, j'écris ces lignes depuis la véranda de la cabane que Cora et moi avons construite ensemble. L'ancienne est toujours debout, mais nous avons ajouté une pièce pour elle, un atelier pour moi, une vraie cuisine. Le jardin est plus grand maintenant et nous élevons des poules et une vache laitière. Les 3 sœurs reviennent chaque printemps sans faute. Cora est maintenant 17 ans, elle est grande et forte, avec les yeux de sa mère et l'entêtement de son père. Elle gère elle-même son ranch, longe les clôtures, négocie avec les acheteurs en ville. Les gens la respectent, certains la craignent même un peu.
Comme on craint quelqu'un qui a survécu à ce qui aurait dû le tuer et qui en est ressorti plus fort. Elle vit toujours ici avec moi, bien que ses propres terres se trouvent à seulement 8 kilomètres à l'ouest. Elle dit qu'elle y construira un jour quand elle sera prête. Pour l'instant, elle aime ma compagnie. Moi aussi. Nous avons appris que Silas était mort l'hiver dernier dans la prison territoriale, d'une pneumonie. Cora a pris la nouvelle calmement. Elle n'a pas dit grand-chose, mais cette nuit-là, je l'ai trouvée debout dans le jardin où nous avions planté des fleurs sauvages. Elle est restée là longtemps, les mains dans les poches, à regarder les étoiles. « Ça va ?» lui ai-je demandé. « Je ne sais pas » a-t-elle répondu. Je pensais ressentir quelque chose. Du soulagement peut-être, ou de la colère, mais je me sens juste fatigué. « C'est le chagrin » ai-je dit. « Même pour des gens qui nous ont fait du mal » a-t-elle acquiescé. Nous sommes restés ensemble dans l'obscurité, à écouter les bruits de la nuit, les grillons et les coyotes au loin, et le vent qui soufflait dans l'herbe. Les gens me demandent parfois pourquoi j'ai tout risqué pour une enfant qui n'était pas de mon sang. Je leur réponds ce que j'ai dit à Ka la première semaine. Elle était mienne dès l'instant où elle m'a demandé si elle était réelle. Et je réponds à cette question tous les jours depuis, avec un toit, un feu et un nom qu'elle a choisi de garder. La famille, ce n'est pas un nom sur un papier. C'est ceux pour qui vous traverseriez une tempête de neige. Et je traverserai 1000 tempêtes de neige pour elle. Le meilleur chante à l'aube maintenant, là où je l'ai trouvé il y a toutes ces années. Chaque matin, son chant me rappelle que l'hiver ne dure pas éternellement. Le printemps arrive toujours.